Pendant un demi-siècle, le Sahel a été résumé par 3 mots: attente, chaos, renoncement. En 48 heures d'octobre 2025, cette ligne fixe a brusquement bougé et le DER a changé de langue, passant des communiqués sans écho à des cartes redessinées par des mains locales. Comment Ibrahim Traoré a-t-il, avec des partenaires sahéliens, transformé un territoire jugé ingouvernable en leçon de souveraineté opérationnelle et de mémoire partagée? Sous le soleil dur, l'Alliance des États du Sahel n'a pas demandé l'autorisation. Elle a défini le champ de bataille, puis elle a imposé le rythme. Ce récit n'est pas celui d'une bataille isolée, mais d'un basculement. En octobre 2025, 3 armées africaines, Burkina Faso, Mali et Niger, ont réécrit la grammaire de la sécurité régionale. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, une coalition sans conseillers étrangers, sans généraux venus d'ailleurs, a démontré qu'une coordination née du terrain pouvait dépasser 20 ans d'interventions internationales. Le bénéfice n'était pas seulement militaire, c'était la reconquête du droit de décider, d'échouer ou de triompher selon ses propres règles. Chaque drone, chaque convoi, chaque signal radio traduisait une phrase nouvelle dans une langue que le monde n'avait plus entendue depuis des générations. Mais derrière cette victoire se profilait une question plus vaste. Que se passe-t-il lorsqu'un continent redécouvre sa propre autonomie? L'histoire du Sahel, autrefois figée dans les rapports d'échecs, s'est soudain muée en promesse de renversement. Et pour les observateurs étrangers, ce n'était plus une crise régionale, c'était un précédent mondial. En 2 jours, tout a basculé. 48 heures ont suffi pour effacer 2 décennies de défaites accumulées. Les statistiques, autrefois des symboles d'impuissance, sont devenues la preuve du contraire. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, l'Alliance des États du Sahel a livré ce qu'aucune mission internationale n'avait pu obtenir: la fin d'un couloir terroriste jugé indestructible. La carte militaire du Sahel, longtemps dessinée à Paris ou à New York, fut redessinée à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey. Ce glissement de pouvoir, discret mais historique, n'est pas né d'un miracle. Il est né de la fatigue d'attendre. Pendant des années, le Sahel a vécu suspendu à des promesses, celles d'aide humanitaire qui se dissolvaient dans la chaleur bureaucratique, celles de soldats de la paix plus chargés de paperasse que d'espoir. Les pères enterraient leurs fils tandis que les experts débattaient de stabilité. Les mères chuchotaient au vent, priant pour que Dieu les voie encore. Les visages s'effaçaient dans les rapports, remplacés par des chiffres: 2,5 millions de déplacés, des provinces entières vidées par la peur. Mais derrière ces nombres, le quotidien persistait. Des enfants qui reconnaissaient le bourdonnement d'un drone avant d'avoir entendu tomber la pluie. Alors, quand les officiers du Mali, du Niger et du Burkina Faso se sont rencontrés sans traducteur, la décision s'est prise dans le silence. Plus de consultants, plus de manuels importés, seulement des hommes et des femmes décidés à reprendre la maîtrise de leur destin. De ce moment est née l'Alliance des États du Sahel, forgée non dans la rhétorique, mais dans la survie. Et, pour la première fois depuis un demi-siècle, le Sahel ne se contentait plus d'espérer. Il préparait son propre chapitre de l'histoire. Dans chaque alliance, il y a un visage qui cristallise la transition du symbole vers l'action. Pour l'Alliance des États du Sahel, ce visage fut celui d'Ibrahim Traoré, non pas le général figé sous les projecteurs, mais l'officier penché sur une carte poussiéreuse, une lampe nue suspendue au-dessus de lui. Autour de cette lumière tremblante, des commandants burkinabés, maliens et nigériens s'échangeaient des croquis tracés à la main, des coordonnées griffonnées sur des carnets usés. Pas de présentations officielles, pas d'ordre du jour, seulement la conviction que l'attente était devenue un luxe impossible. À Bamako, un jeune ingénieur formait des équipes pour coder un réseau de drones capable de relier 3 armées sans dépendre des satellites étrangers. À Niamey, un technicien bricolait des antennes artisanales pour alimenter ce réseau.
et dans les rues d'Arbinda, des mères confiaient des vivres aux soldats en marche, comme si elles déposaient en eux les dernières réserves de patience du Sahel. Ces premiers gestes, minuscules et discrets, ont été les véritables déclencheurs de la bascule. Ils ont transformé une coalition théorique encore vivant, où la technologie locale, la confiance et la douleur partagée se sont fondues en stratégie. Le monde ne l'a pas vu venir, mais ce fut là le début du retournement. Ce fut le moment où la survie devint doctrine et où le mot unité prit corps dans la poussière. Le 3 octobre 2025, à 3h40 du matin, la ligne de front s'est allumée. Les signaux captés par les antennes locales confirmaient l'imminence d'une nouvelle offensive de Janim. Mais cette fois, Ibrahim Traoré n'a pas attendu. Non, nous définirons le champ de bataille, murmura-t-il dans la radio, et cette phrase traversa les dunes comme un mot d'ordre ancestral. Les cartes se déplièrent dans 3 capitales à la fois, Bamako, Niamey, Ouagadougou. Les unités de l'Alliance des États du Sahel furent synchronisées, sans supervision étrangère. Les drones conçus à Niamey s'élevèrent les premiers, filant dans le ciel comme des lucioles armées. Sur leurs écrans thermiques, la signature des convois ennemis clignotait. Motos, tentes, dépôts de carburant. Pas de cérémonie, pas de compte à rebours, seulement une résolution sèche. Le roquette SR5 rugirent depuis les positions burkinabées, traçant des arcs oranges dans l'obscurité. Quelques secondes plus tard, le désert répondit par le tonnerre. Les habitants des villages voisins, réveillés par les secousses, comprirent instantanément que ce son-là était différent. Ce n'était plus la peur, c'était la résistance. Un vieil homme racontera plus tard: en quelques minutes, la mobilité de Janim s'est effondrée. La première vague frappa les motos qui hantaient le Sahel depuis des années. La deuxième détruisit les réservoirs de carburant et les tentes de communication. À midi, les combattants ennemis étaient aveugles, isolés, encerclés. Du ciel descendirent les avions maliens, guidés non par des satellites étrangers, mais par des drones nationaux. Les missiles laser précis scellèrent les routes d'évasion. Sur le terrain, les blindés nigériens avançaient, coordonnés à la seconde grâce au flux crypté du réseau de l'Alliance. Chaque geste paraissait chorégraphié. Chaque impact redéfinissait le concept même d'indépendance militaire. Les doctrines ne s'écrivaient plus dans les discours, mais dans le mouvement, la précision et la confiance. L'intelligence, la mobilité et l'unité, ces 3 mots devinrent à la fois devise et protocole. À la tombée du jour, le silence retomba sur Tindiban. Les soldats de l'Alliance, couverts de sable et de fatigue, regardèrent les ruines de ce qui fut la base la plus fortifiée des djihadistes. Pas d'applaudissements, seulement un silence lourd, conscient d'avoir accompli l'impossible. Quelques heures plus tard, les radios locales crachaient une phrase: l'Afrique se défend. Et dans tout le Sahel, les foules sortirent, chantant les noms de soldats qu'elles ne connaîtraient jamais. Ce soir-là, pour la première fois depuis un demi-siècle, le désert n'attendait plus le secours des autres. Il exhalait la fierté d'un continent qui venait de se rappeler son nom. Sous les étoiles de Tindiban, Ibrahim Traoré n'était pas un héros mythique. Il était le témoin calme d'une renaissance. Le Sahel venait de prouver que la souveraineté ne se demande pas, elle se conquiert. La victoire du Sahel, mesurée à travers les chiffres, n'était pas un symbole abstrait, c'était une équation tangible. Avant d'octobre 2025, les estimations faisaient état de plus de 2,5 millions de déplacés internes dans la région. 6 semaines après l'opération de Tindiban, ce nombre avait baissé de près de 22%, selon les relevés croisés du Haut Commissariat local et des ONG sahéliennes.
Chaque pourcentage n'était pas une statistique. C'était un village regagné, une école rouverte, une route de nouveau praticable. Le taux d'incidents terroristes hebdomadaires, qui atteignait 17 attaques par semaine sur le territoire burkinabé et ses frontières avant l'offensive, était tombé à 4 au mois de novembre, soit une réduction de 76%. Mais le plus frappant n'était pas la chute en elle-même, c'était le fait qu'elle se soit produite sans intervention extérieure. Les analystes occidentaux parlaient de anomalie stratégique, refusant d'admettre qu'une planification africaine autoportée ait pu produire un résultat aussi rapide. La vitesse de coordination interarmée s'est aussi transformée. En 2023, il fallait en moyenne 9 heures pour transmettre une décision tactique d'un état-major à un poste avancé. En octobre 2025, ce délai s'est tombé à 42 minutes. Cette réduction radicale, fruit de l'architecture réseau de l'Alliance, traduisait une révolution culturelle autant que technique. Le Sahel ne se contentait plus de subir le temps, il le contrôlait. Les économistes notèrent un effet latéral inattendu. Dans les semaines qui suivirent, le commerce transfrontalier entre Gao, Dori et Niamey augmenta de 18%. Les marchés nocturnes, jadis silencieux, reprenaient vie sous la surveillance conjointe des patrouilles locales. Ce n'était pas encore la prospérité, mais c'était le signal d'un redressement en marche. Tous ces chiffres racontaient la même histoire. Un territoire longtemps dépendant avait réussi, par sa propre organisation, à inverser ses courbes. Ibrahim Traoré répétait souvent que les nombres ne mentent pas, mais ils ne parlent que si on leur redonne une voix. Et cette voix, en 2025, résonnait dans les dunes. L'écart entre l'avant et l'après dépassait les tableaux d'état-major. C'était la mesure d'un redressement moral, d'une réhabilitation collective. Le Sahel venait de prouver que l'efficacité pouvait naître de la dignité. À travers ces indicateurs, l'histoire cessait d'être une suite d'échecs pour devenir un modèle d'apprentissage. Et, au fond, chaque graphique racontait la même chose. La souveraineté n'est pas une promesse, c'est une méthode. L'onde de choc de Tindiban n'a pas seulement traversé les frontières géographiques. Elle a déclenché un débat brûlant sur la légitimité et les risques d'un modèle militaire entièrement africain. Deux arguments s'opposaient, avec force et lucidité. D'un côté, les observateurs occidentaux affirmaient qu'une victoire aussi rapide cachait un danger, celui d'un excès de confiance. Selon eux, l'alliance des du Sahel sous la houlette d'Ibrahim Traoré risquait de glisser vers un militarisme d'État. Ils citaient l'histoire. Trop de nations victorieuses ont confondu unité et uniformité. Leur raisonnement reposait sur la peur de voir la souveraineté devenir exclusion. De l'autre, les analystes africains voyaient dans cette victoire un retour d'équilibre. Ils soulignaient que depuis 20 ans, le Sahel avait été le laboratoire des interventions extérieures les plus coûteuses et les moins durables du continent. Or, l'expérience de l'Alliance démontrait que la stabilité pouvait émerger non pas du contrôle, mais de la coordination. L'unité, disait un professeur de Bamako, n'est pas la fin du débat, c'est son commencement. Face à ces deux visions, Ibrahim Traoré adopta une posture sobre, reconnaître le doute sans le craindre. Dans ses discours, il insista sur la vigilance. La victoire, disait-il, ne devait jamais devenir une habitude, encore moins une excuse. L'enjeu n'était pas de remplacer une tutelle par une autre, mais de transformer la dépendance en responsabilité. C'est cette nuance, presque philosophique, qui fit de Tindiban plus qu'un succès tactique, un précédent intellectuel. Le Stillman du Sahel n'était pas un slogan, mais une argumentation fondée sur les faits. Et, pour la première fois, le monde devait l'écouter, non pour juger, mais pour comprendre. Respecte. Le mot tomba comme un verdict, prononcé à voix basse par un ancien colonel américain en direct d'un plateau new-yorkais. Ce n'était pas une déclaration diplomatique, c'était un aveu.
Le monde, surpris, reconnaissait enfin ce qu'il n'avait jamais voulu admettre. Le Sahel n'était plus un terrain d'essai, mais un acteur à part entière. Dans les rues de Ouagadougou et de Bamako, les tambours remplacèrent les sirènes. Les chants couvraient les bulletins d'information. À Paris et à Washington, les chancelleries restaient muettes. Et dans ce silence, on percevait un glissement plus vaste, celui d'un continent qui passait du statut d'objet à celui de sujet. Ibrahim Traoré apparut brièvement à la radio nationale. Sa voix calme portait une fatigue noble. Nous avons arrêté le saignement de nos propres mains. Cette phrase, simple et nue, traversa les frontières plus vite que n'importe quelle dépêche. Elle devint prière, devise, mantra. Les foules chamniop la murmurèrent dans les marchés, les écoles, les gares. Le Sahel venait de comprendre que la victoire la plus durable n'était pas sur l'ennemi, mais sur la résignation. Les retombées de Tindiban se lisaient dans les gestes ordinaires, les places réouvertes, les voix retrouvées. Pour Ibrahim Traoré, la victoire n'était qu'un prélude. Il fallait prouver que la paix pouvait s'administrer avec la même rigueur que la guerre. Au Burkina Faso, les provinces du Nord, vidées par des années de combat, reprirent souffle. Les marchés d'Arbinda et de Dori rouvrirent sous escorte locale. Le ministère de la Défense annonça la création de brigades civilo-militaires mixtes destinées à surveiller la reconstruction. L'indice de sécurité intérieure, selon les observateurs sahéliens, progressa de 31% en 2 mois, un chiffre inédit depuis 2018. Mais au-delà des statistiques, c'est la confiance qui revint, celle d'un État capable d'agir sans attendre. Au Mali et au Niger, la reconnaissance de l'alliance bouleversa les équilibres régionaux. Les alliances habituelles se déplacèrent et les sommets africains évoquèrent pour la première fois une architecture de défense autonome. Les chancelleries occidentales, déstabilisées, adoptèrent un ton prudent. À Paris, le silence fut plus pesant qu'une condamnation. À Accra et à Conakry, les dirigeants saluèrent publiquement la renaissance sahélienne. La transformation fut la plus visible dans les écoles de Gao et de Ouagadougou, où les enseignants firent de recopier aux élèves la phrase d'Ibrahim Traoré, dont le lion s'est souvenu de sa force. Les murs se couvrirent de cette devise, simple mais galvanisante. Les associations de femmes organisèrent des ateliers sur la dignité retrouvée. Dans les marchés, on échangeait moins de rumeurs de guerre que de projets agricoles. La peur changeait de camp. De Dakar à Douala, l'écho de l'Alliance se propagea. Au Ghana, des étudiants d'ingénierie analysèrent les drones sahéliens comme modèle d'innovation locale. En Guinée, le colonel Doumbouya déclara que le Sahel a montré le miroir du possible. Même au Nigeria, les think tanks militaires étudièrent la doctrine Traoré. Intelligence, mobilité, unité. Ces 3 mots, désormais inscrits dans les manuels, devenaient la signature d'un nouvel imaginaire africain. Le Sahel, longtemps défini par la dépendance, redécouvrait l'autosuffisance. Et ce changement, bien plus que les armes, inquiétait les capitales étrangères, parce qu'un continent qui pense par lui-même devient imprévisible. Mais pour ceux qui vivaient sur ces terres, c'était enfin la liberté de respirer sans permission. La bataille de Tindiban a clos un chapitre, mais elle a ouvert une décennie d'incertitude. Le scénario le plus probable, selon les observateurs régionaux, reste celui d'une stabilité fragile mais fonctionnelle. Les forces conjointes continueraient de coordonner leurs opérations, les marchés rouvriraient progressivement et les institutions civiles prendraient le relais logistique. Ibrahim Traoré a déjà initié des programmes de réinsertion pour les jeunes soldats démobilisés afin d'éviter que la victoire militaire ne dégénère en chômage armé. Ce scénario suppose la continuité.
Pas de miracle, mais une endurance administrative soutenue. Dans une hypothèse plus optimiste, l'effet Tindiban se propagerait au-delà du Sahel. Les alliances sécuritaires africaines pourraient adopter la doctrine de l'alliance, autonomie tactique, mutualisation des ressources et commandement régional. Des pays comme la Guinée ou le Ghana étudieraient déjà des réformes inspirées par le modèle sahélien. La victoire deviendrait alors non plus locale, mais narrative, celle d'un continent qui redéfinit ses dépendances. Les bénéfices incluraient une croissance symbolique et diplomatique, plus d'influence africaine dans les négociations internationales, moins de tutelles implicites. Mais toute victoire porte sa fragilité. Les sanctions économiques, le manque d'investissements extérieurs et les campagnes d'influence pourraient user la cohésion interne de l'alliance. Des divergences politiques entre Bamako et Niamey réapparaîtraient, tandis que les groupes armés tenteraient de reformer des poches de résistance. Dans ce cas, le Sahel retomberait dans le cycle du désenchantement, vaincre sur le terrain mais perdre la bataille du récit. Entre ces chemins, le facteur déterminant sera la mémoire. Si les dirigeants du Sahel parviennent à transformer la fierté en discipline, la victoire de Tindiban deviendra une fondation. Sinon, elle restera un moment suspendu. Le choix se fera moins dans les champs de bataille que dans les écoles, les budgets et les priorités. La souveraineté, comme le sable du désert, ne se conserve qu'à force de la modeler. Sous les dunes calmes du Sahel, l'écho de Tindiban continue de vibrer jusque dans les conversations quotidiennes. Pour beaucoup, cette victoire n'est pas seulement militaire, elle est existentielle. Les habitants redécouvrent la possibilité de se tenir debout sans attendre un secours venu d'ailleurs. Ibrahim Traoré l'avait résumé simplement: nous ne nous battons pas pour l'applaudissement, mais pour que nos enfants dorment. Ces mots, répétés dans les marchés, ont franchi les frontières plus vite qu'un convoi de ravitaillement. Les jeunes Africains s'y reconnaissent. Dans les universités de Dakar, les étudiants débattent de souveraineté en citant l'exemple de l'Alliance. Les agriculteurs du Niger racontent qu'ils labourent à nouveau les champs abandonnés depuis des années. Les familles placées reviennent pas à pas, plantant d'abord des graines avant de rebâtir leurs murs. Le quotidien redevient acte de résistance. Pour les observateurs extérieurs, c'est là que réside la portée réelle de Tindiban. Elle ne se mesure pas à la durée des combats, mais à la vitesse de guérison des esprits. Chaque rire d'enfant, chaque marché rouvert, chaque drapeau réparé témoigne d'une victoire plus profonde, celle de la dignité ordinaire. Les cicatrices demeurent, mais elles ne commandent plus la mémoire. Et dans les foyers, à la radio, dans les cafés, une même question résonne: si le Sahel peut se relever, pourquoi pas nous? C'est là que l'histoire cesse d'être locale et devient universelle. Elle parle à tous ceux qui ont connu la dépendance, la résignation, la fatigue d'espérer. Parce que finalement, la leçon du Sahel ne tient qu'en une phrase: la liberté ne se réclame pas, elle s'habite. Après Tindiban, Ibrahim Traoré et ses homologues du Mali et du Niger ont compris qu'une victoire ne devient durable qu'en se structurant. D'abord, ils ont créé le Conseil de sécurité conjoint de l'Alliance basé à Niamey pour garantir une coordination stratégique sans dépendance extérieure. Ensuite, ils ont mutualisé les ressources, partageant le matériel logistique et les technologies de surveillance, avec les drones locaux comme symbole d'autonomie. Puis, ils ont sécurisé les zones reconstruites, associant des civils, enseignants, ingénieurs, infirmiers, pour restaurer la normalité. Ils ont aussi redéployé 10% des fonds militaires vers l'éducation et la recherche appliquée, transformant la discipline du combat en compétence sociale. Enfin, ils ont instauré un baromètre semestriel pour évaluer la perception de la sécurité et la cohésion citoyenne, remplaçant les rapports étrangers par des données locales. Cette feuille de route n'est pas une promesse.
C'est un garde-fou. Elle traduit la conviction qu'une victoire doit s'administrer comme une politique publique. Et, dans la voix d'Ibrahim Traoré, on entend l'écho d'un avertissement. La liberté exige vigilance. Le vent du soir sur Ouagadougou portait encore l'odeur de la poussière et du fer. Sous un ciel rouge, Ibrahim Traoré se tenait face à une cour de jeunes officiers. Aucun drapeau ne flottait, aucun discours n'était prévu. Seulement ce silence d'après-guerre où chaque mot pèse plus qu'une médaille. Il leur parla du doute non comme d'un ennemi, mais comme d'un compagnon à surveiller. La prochaine guerre, dit-il, ne sera pas contre des hommes armés, mais contre l'idée que nous ne sommes pas assez. Ces mots, sobres et droits, s'inscrivirent dans l'air comme une prière laïque. Autour de lui, les uniformes ternis par la poussière semblaient plus nobles qu'une parade. Plus loin, dans les villages, les tambours résonnaient à nouveau. Les mêmes qui jadis pleuraient les morts battaient désormais pour le retour de la dignité. Une femme, tenant la photo de son mari tombé, murmura simplement: Il peut se reposer maintenant. Le Sahel n'est pas perdu. Cette phrase, reprise par des milliers de voix, devint l'âme du continent en éveil. Le lion s'était souvenu de sa force, et nul ne pourrait plus l'endormir. Le sable du Sahel garde la mémoire des pas, mais aussi celle des promesses. L'Alliance des États du Sahel n'a pas seulement gagné une bataille, elle a réécrit un rapport de respect entre l'Afrique et le monde. Sous la lumière vacillante des villages reconstruits, les drapeaux reprisés flottent comme des leçons. La dignité ne se prête pas, elle se cultive. Ibrahim Traoré, dans un de ses rares entretiens, résuma cette idée d'une phrase: Nous ne nous levons pas pour impressionner le monde, mais parce que personne ne le fera à notre place. Cette phrase n'était pas une conclusion, mais une invitation. Chaque spectateur, chaque lecteur peut choisir d'en faire une action. Enseigner, bâtir, comprendre ou simplement raconter. Car l'histoire du Sahel n'est pas un conte lointain, c'est une question posée à tous. Quand une terre oubliée se souvient de sa valeur, que faisons-nous de la nôtre? Et peut-être que là réside la véritable victoire. Transformer une guerre de survie en un appel à humanité partagée.